Alors, je m'appelle Laetitia Vito. J'ai créé ma société Cadre Noir il y a moins de 2 ans, qui est un cabinet spécialisé dans la recherche et le marketing autour du futur du travail et des organisations. Et je travaille avec plusieurs startups aujourd'hui, entreprises, cabinets de conseil. Avec Nicolas Collin, le livre Faut-il avoir peur du numérique, où on aborde toutes sortes de questions. Donc, le travail, qui est un sujet central dans le livre. Notre représentation du travail, elle est encore dominée par un modèle, le modèle fordiste, qui est un système, qui n'est pas que les entreprises, les manières de travailler, ce n'est pas que l'organisation scientifique du travail, c'est aussi des institutions qui l'accompagnent, qui le soutiennent, qui le rendent plus efficace, qui en ont fait une gloire fabuleuse pendant les années des 30 glorieuses, et qu'on arrive, et que ce système-là, il se désagrège à plusieurs endroits. C'est pas que dans les organisations que ça se passe, c'est aussi entre les organisations et puis ce qu'il y a autour, que ce soit les individus, que ce soit la multitude connectée, que ce soit les institutions bancaires, par exemple, les institutions de protection sociale, les institutions politiques au sens large. Le modèle tel qu'on l'a connu, il est encore là, mais il va pas bien. Et puis le modèle qu'on est en train d'inventer, on l'a pas encore complètement inventé, parce que justement, il manque beaucoup de choses autour, il manque beaucoup d'institutions, il manque tout un tas d'éléments qui font que pour l'instant, c'est pas encore là et on a encore beaucoup de travail. Voilà. Alors, notre présentation du travail, il est complètement dominé par le modèle fordiste. Le modèle fordiste, il est finalement beaucoup plus récent qu'on a tendance à le penser. C'est-à-dire, quand on parle du travail, on imagine spontanément que les choses ont toujours été ainsi, et on oublie qu'en fait, le système qui est encore dominant aujourd'hui, il est très très récent, il est produit d'une histoire, il est le produit de combats, il est le produit de tout un tas d'évolutions qui finalement sont bien plus jeunes qu'on ne pense, et que en gros, le système fordiste, il a, tel dans la phase aboutie où il est aujourd'hui, il n'a qu'un demi-siècle, pas plus. Donc c'est une petite parenthèse presque dans l'histoire plus globale. Donc avec ces empires industriels, elle s'est pensée comme une machine extrêmement performante, où chaque élément de cette machine est optimal et fonctionne au mieux. Il y a un one best way, il y a une manière de faire au mieux, puis il n'y en a pas 10, donc il n'y a pas de place pour la créativité. On s'éloigne des logiques de l'artisanat, où chacun fait de manière autonome comme il peut pour aboutir à la création de quelque chose qui est plus ou moins unique. Là, on est dans quelque chose dans la standardisation, la production de masse. Chaque élément de la machine produit de manière optimale, et il est remplaçable, une personne n'est irremplaçable. Pour que cette machine fonctionne au mieux et que ces individus qui font des tâches répétitives sans la moindre créativité puissent accepter de les faire, sans qu'on ait à les recruter tous les jours, sans qu'on ait à les former tous les jours, sans qu'on ait la difficulté de gérer un turnover immense, et ben c'est on les fixe à l'entreprise par le salariat. Et ça a été une évolution, enfin une révolution extrêmement radicale. À l'ère fordiste, l'emploi, le travail, c'est un petit fagot comme ça, c'est un bundle avec plein d'éléments. Et dedans, vous avez bien sûr l'activité en elle-même, vous avez le salaire qui va avec, vous avez la protection sociale qui va avec, vous avez l'université pour vos enfants qui va avec, le système de l'assurance santé évidemment, vous avez le statut social, vous avez la maison et le crédit pour la maison qui va avec, vous avez l'épanouissement ou la vie sociale, l'épanouissement personnel, enfin, vous avez tous ces éléments qui sont mis ensemble. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une des choses qu'on est en train d'observer, c'est qu'on a un unbundling. Alors, il prend l'eau de plein de manières. La première manière, c'est que la notion même de firme est de plus en plus remise en question. La notion de firme, moi j'aime bien citer la théorie de la firme de Ronald Coase, qui définissait comme quelque chose qui se constitue, enfin une firme se constitue à partir du moment où il y a la nécessité d'internaliser des coûts de transaction trop élevés. Mais cette notion-là, elle devient de plus en plus obsolète parce que, évidemment, vous voyez où est-ce que je veux en venir, c'est qu'avec avec la révolution numérique, une partie de ces coûts de transaction, tout d'un coup, a chuté de manière très rapide et très spectaculaire. Et tout d'un coup, il y a, alors on peut parler des plateformes, évidemment, mais on peut parler de tout un tas de services qui d'un coup sont beaucoup plus facilement externalisables. Alors, ce qui est vraiment par contre très remarquable depuis la révolution numérique, c'est une montée en puissance d'une catégorie nouvelle de travailleurs indépendants. Aujourd'hui, alors ePro, c'est pas un nouveau produit Apple, c'est l'expression qui a été donnée par le EFIP, European Forum of Independent Professionals, qui est une association européenne qui parle des
professionnels indépendants, donc des freelances, hein, c'est une autre expression pour parler des freelances, et qui les définit comme ça, c'est-à-dire ce ne sont pas des indépendants à l'ancienne qui ont de profession réglementée, par exemple, ce ne sont pas non plus des commerçants, mais ce sont des actifs hautement qualifiés le plus souvent, qui sont designers, qui sont développeurs informatiques, qui sont graphistes, qui sont rédacteurs. Et dans certains métiers, ça représente jusqu'à 25% des actifs en réalité. Et c'est une montée très très forte. Alors à l'échelle européenne, par exemple, on estime qu'ils sont 9 millions aujourd'hui, dit l'EFIP, et qu'en France, par exemple, au cours des dernières années, il y a eu une augmentation de 85%. Donc il y a aujourd'hui 820 000 freelances de cette nature qui interviennent sur énormément de métiers. Upwork sort une étude qui a été faite sur plusieurs milliers de personnes qui révèle que 90% des freelances aujourd'hui ont choisi d'être freelance. Et donc ça va beaucoup à l'encontre de l'idée qu'on se fait du freelance comme un précaire qui n'a pas le choix, qui subit sa situation, etc. En réalité, c'est le résultat d'une revendication très forte d'autonomie dont les développeurs informatiques, par exemple, sont vraiment les pionniers, parce qu'eux, ils sont dans une situation de marché qui est très favorable, ça, ils sont très sollicités, donc ils imposent leurs conditions. Et donc, ils sont freelance parce que ça leur permet de gagner plus d'argent que d'être salariés. Ça leur permet de travailler dans l'autonomie la plus totale, donc évidemment où ils veulent. Alors parfois, ils peuvent passer une journée en moyenne, ils passent une journée et demie par semaine chez leurs clients quand même. Et surtout, flexibilité des horaires, autonomie dans le travail d'énormément de manières. Et puis ces freelances, ils imposent leurs conditions, mais ils transforment aussi directement ou indirectement les aspirations et les conditions de travail de ceux qui ne le sont pas. Puisque quand dans une organisation, vous avez jusqu'à un quart des personnes qui créent de la valeur, qui sont freelance, les autres peuvent éventuellement avoir envie des mêmes avantages, notamment de pouvoir travailler à distance au moins quelques jours par semaine, de pouvoir avoir davantage d'autonomie dans la manière de travailler, de ne pas être managés comme ils étaient managés auparavant. Et là, je vais paraphraser le livre de Nicolas, L'âge de la multitude, en parlant de multitude connectée, qui est que beaucoup du travail et de la valeur est créé par des gens qui ne se font même pas payer d'ailleurs, qui sont alors soit des travailleurs gratuits, des amateurs, soit simplement les consommateurs qui, en fournissant énormément de données, en fait, créent de la valeur ou font le travail. Alors, est-ce que le management est obsolète ? J'ai justement, la semaine dernière, publié un article sur le sujet. Probablement pas. En tout cas, et ça Aurélie en a énormément parlé, il doit se réinventer, il est en train de se réinventer autour de ces nouvelles réalités. Ces nouvelles réalités que sont une quête de sens des travailleurs d'aujourd'hui qui est de plus en plus poussée, une volonté d'autonomie qui est tirée par ce phénomène des freelances, le phénomène du freelancing. Et puis voilà, toutes les autres mutations qui sont en cours, qui touchent l'organisation, et puis l'organisation dans le système auquel elle appartient. C'est très très bien illustré par le succès du concept des bullshit jobs. Les bullshit jobs, c'est un anthropologue qui s'appelle David Graeber qui a inventé le mot, donc il y a assez peu de temps, et qui parle et qui décrit en long, en large, en travers le phénomène bureaucratique. Je parle de phénomène bureaucratique parce que c'est le titre d'un livre beaucoup plus ancien et encore meilleur d'ailleurs que le livre de David Graeber, d'un sociologue français, sociologue et philosophe français qui s'appelle Michel Crozier. Donc ça s'appelle le phénomène bureaucratique, c'est le titre de son ouvrage qui date des années 60 déjà. Et donc qui parle, et ça c'est très bien illustré dans la littérature, dans le cinéma, d'un rejet d'une organisation oppressante qui vous écrase en tant qu'individu, où vous ne pouvez pas exister dans tout ce que vous êtes, dans toutes les composantes de votre individualité. Vous portez un masque dans cette organisation, et c'est seulement sous ce masque que vous existez, et vous ne pouvez pas apporter tout ce que vous êtes au travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est rejeté de plus en plus massivement. Alors, ces organisations vont-elles encore exister s'il n'y a plus de travail ? Évidemment, je ne pouvais pas ne pas aborder cette question-là. Il est très à la mode aujourd'hui de dire qu'on va vers la fin du travail, que tout sera automatisé, que de toute façon, il faut qu'on ait des revenus universels. Moi, je n'y crois pas tellement. Du moins, je ne crois pas que ça soit une fatalité du tout. Je pense au contraire que, en très grande majorité, la machine, l'intelligence artificielle, les logiciels, etc., elles complètent l'individu.
au moins autant qu'elle le remplace, ou bien davantage qu'elle le remplace. Et en réalité, on a cette longue histoire avec l'outil, avec la machine, pour nous compléter, pour nous augmenter. Et je pense que que les conséquences principales, c'est pas la fin du travail, parce qu'il y a énormément de viviers d'emplois qu'on pourrait créer, de viviers de travail qu'on pourrait créer si on le souhaitait. Donc c'est pas ça. C'est plutôt la transformation totale des métiers. C'est que c'est plus les mêmes. C'est pas la même manière de travailler. À très court terme, en tout cas dans ce qu'on observe déjà aujourd'hui, ce que le numérique, les outils numériques ont eu pour conséquence, c'est le triomphe d'amateurs dans des domaines où il y avait des très hautes qualifications qui étaient nécessaires. Donc ça pose justement des questions sur la répartition de la valeur, puisque ces gens moins qualifiés sont moins payés aussi, donc parfois précaires, etc. Donc ça pose toute une question sur le contrat social dans son ensemble, dont on parlait juste avant. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que les parcours linéaires, j'avais commencé par là en parlant du mien, mais les parcours dits linéaires n'existeront plus. Ils sont déjà finalement relativement minoritaires, et puis je pense qu'ils disparaîtront complètement demain. C'est-à-dire que la majorité des travailleurs d'aujourd'hui vont d'une manière ou d'une autre, sont déjà en train de réinventer leur métier, de le refaire. La chose positive autour de ça, c'est qu'il y a la place pour beaucoup de créativité et pour un retour vers une vision du travail qui est beaucoup plus proche de celle de l'artisanat. Celle où on recompose des briques différentes, des talents différents, en intégrant des éléments techniques plus poussés. Et c'est là où tout le monde doit se mettre davantage à des outils plus techniques, y compris dans des choses par exemple, très littéraires. C'est un petit peu le message du livre « Faut-il avoir peur numérique ?» C'est qu'il n'y a pas question de bien ou de mal, en fait. Il est simplement question de choix que nous sommes en train de faire et que nous allons être amenés à faire. Et quel modèle allons-nous inventer autour de tout ça? Quelles institutions allons-nous créer autour de ça? Aujourd'hui, un freelance n'a pas accès au logement. Un freelance ne peut pas avoir un prêt. Donc ça, c'est des questions qui se posent, qui concernent toutes les institutions qu'on va créer avec. Et donc, moi, j'ai tendance à être un peu énervée par le concept d'ubérisation, etc., parce que c'est une espèce de réaction comme ça très épidermique qui ne pose pas les bonnes questions, qui est qu'il ne s'agit pas de dire est-ce que le numérique c'est bien ou est-ce que le numérique c'est mal. Il s'agit de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on construit autour de ça. Orange.